Je suis fier de vous retrouver pour la troisième émission d'une longue série sur le transhumanisme. Dans la première partie, vous m'avez vu aborder la métaphysique, le post-métaphysique, mettant deux concepts en affront, c'est-à-dire le créationnisme ou l'évolutionnisme, interrogeant sur la nature de l'être humain, qui de facto nous a conduit à nous demander quels étaient les héritages civilisationnels, culturels et les apports philosophiques, religieux, certains me diront même dogmatiques, pourquoi pas, tous issus des familles et des transmissions qui ont été apportées de parents à enfants, etc. La reproduction continuant et l'enrichissement ou non pour l'arbre de la civilisation humaine qui a ses racines à Sataliuc, à Jéricho, à Ur ou encore à Rome, nous menons maintenant nous interroger quelles pourront être les villes qui porteront le futur. Et j'espère que ce ne sera pas de l'ordre de la Smart City, de la ville intelligente. Derrière, ça nous a attelés pour être les cavaliers de la deuxième démarche, l'émission qui était sur la famille, les rapports humains, et par exemple, depuis le droit romain et latin, ni plus ni moins que d'hériter de famille, où l'enfant a le droit à un père et à une mère. Donc on n'autorise pas la filiation pour deux pères. Non, ça pour l'instant, ça n'est pas encore passé dans la loi, même si, nous l'avons observé, la PMA a été autorisée pour toutes, c'est-à-dire les lesbiennes et les femmes seules, ce qui commence à nous faire chambouler les rapports humains, puisque derrière, ça continue ni plus ni moins qu'un agenda qui fait en sorte que l'homme et la femme ne soient plus complémentaires pour s'associer, mais deviennent adversaires pour les marchés. Mon corps, mon choix, ou encore les événements après mai 1968, il est interdit d'interdire. Vous doutez où ça nous mène? À la décadence totale. Donc la troisième émission va être basée et enrichie sur l'ingénierie sociale, les comportements fabriqués, tout ce qui va être du cognitivisme, l'interrogation à la définition du transhumanisme. Et pour ce faire, vous voyez, on a déjà 4 ouvrages ici. On va avoir également d'autres apports, ne vous en faites pas, c'est pas fini. Donc de Noam Chomsky avec Gustave Le Bon et bien d'autres. Je vais également vous présenter un peu mon livre, plus d'autres sources qui ne sont plus, voyez-vous, en ma possession, mais dont j'ai fait une copie, ce qui est le cas pour le docteur René Martial, Naomi Klein également. Il y aura, puisque ce n'est pas fini, voyez-vous, la transformation de la société et même des robots carrément qui vont être dans les foyers au point où le malthusianisme pousse la perversité assez loin. Pour éviter toute reproduction humaine, on fait en sorte de faire péricliter les liens, les rapports entre les hommes et les femmes, depuis l'hypersexualisation à la pornographie, où l'homme se suffit à lui-même et la femme pareillement, et à la fin amener, pourquoi pas, des liaisons numériques, robotiques, en tout cas artificielles. Alors, je vous propose de voir la déconstruction de l'être détaché du réel avec Neuropirate, un livre que je vous ai déjà présenté, qui est issu de l'écrivain Lucien Cerise, et je vais vous mener à la page numéro 7 et 8. L'égoïsme national, condition de l'altruisme international. Le titre Neuropirate m'a été inspiré par Neuroesclave de Paolo Sioni et Marco Della Luna, ouvrage de sciences cognitives et de psychologie sociale qui passe en revue les diverses méthodes permettant de réduire en esclavage une population en ciblant le cerveau et en contournant ses mécanismes de défense. Depuis des décennies, l'oligarchie au pouvoir dans la zone d'influence occidentale, incluant les pétromonarchies, implique et vient appliquer un véritable piratage de nos consciences pour faire de nous ses esclaves avec notre consentement. Et notre servitude, elle n'est pas volontaire, mais construite, élaborée pour, sous coercition, nous faire accepter les pires des démarches. Ce piratage des esprits et des cerveaux cherche l'efficacité maximum et vise donc
à éteindre jusqu'à la possibilité psychologique de la révolte. L'esclavage autoritaire provoque toujours des réactions de révolte spartakiste, dont on reviendra après dessus. C'est la notion des rapports maître-esclave, comme si on était dans des sectes de BDSM. Un terme utilisé pour qualifier cet esclavage invisible est nommé ingénierie sociale. Mais l'on peut aussi parler de neuropiratage ou d'infiltration cognitive. Le neuropiratage cherche non seulement à dominer les populations, mais encore à détruire leur instinct de survie. En effet, le pouvoir occidental contemporain est non seulement totalitaire, mais encore génocidaire. Son défi est immense. Il s'agit ni plus ni moins que d'en finir avec l'espèce humaine et en plus avec son accord. Le neuropiratage se donne ainsi pour mission de nous réduire à un troupeau docile, brave bétail, qui se laissera gentiment exploiter, puis mener à l'abattoir et à l'euthanasie quand le maître l'aura décidé. L'euthanasie, l'autorisation de détruire les vies, l'eugénisme, ça interviendra dans de prochains épisodes. Plus loin, il nous met quand même que maintenant ils doivent nous supprimer physiquement, ne pas provoquer notre réaction, faire en sorte que ce soit effectué de manière furtive, sans nous frapper directement. Donc, en plongeant les êtres humains par étapes dans un environnement globalement anxiogène, pathogène, déprimant et morbide, où tout est pollué et toxique pour le corps et l'esprit, des molécules chimiques ambiantes aux idées et représentations diffusées dans l'opinion publique, ce que certains font par Internet en propageant du défaitisme et même en ajoutant de l'horreur à l'horreur. Je les ai déjà dénoncés, je ne vais pas revenir sur les imposteurs intellectuels, mais ils participent grandement, pareil, à cette idée morbide d'une société où on n'a plus notre place, où on devient suicidaire. Et ça, je l'avais dénoncé à l'époque, je vais essayer de vous retrouver la vidéo, où je vous disais qu'il y avait certains contenus qui mettaient des bandes sonores derrière, et j'avais comparé la chose avec les propagandes pour aller faire du djihad. Puisqu'à l'époque, il y en avait sur Internet qui étaient disponibles, et il y avait vraiment les mêmes comparatifs. Je vais vous retrouver la vidéo qui date de, je crois, 2019. On est dans ni plus ni moins que la grenouille qui bouillit. Celle qui est dans son bocal, qu'on va faire chauffer, et sa conscience va s'évaporer et la laisser pour morte dans cette eau très bouillante. Cette fabrique du consentement à notre propre disparition doit empêcher jusqu'à la naissance des conditions mentales du sursaut vital. Tuer dans l'œuf la révolte des esclaves. Dans l'idéal, il faut même parvenir à inverser l'instinct de conservation des esclaves pour les pousser à commettre eux-mêmes le suicide collectif, comme ce qu'on pouvait voir dans la secte du temple solaire ou autre. C'est déjà des étapes pour voir jusqu'où on peut pousser l'humain à son propre suicide. À la page numéro 12, on va un peu plus loin, il est question de verrouiller l'effacement des familles, ce qu'on pourrait appeler la race résultat dont on avait parlé, où chaque peuple a en réalité droit de porter fièrement son peuple de souche. Il y a maintenant la dictature des minorités, et pas seulement de l'immigration, des minorités religieuses, ou encore LGBT, et toutes les branches qui peuvent pousser sur l'arbre de la perversion. Et les minorités amènent leur dictature et un principe de discrimination positive qui incubait depuis les années 60 et l'invention des Cultural Studies. Aujourd'hui, après un demi-siècle de contamination du monde intello-médiatique, ce nouveau terrorisme intellectuel autorise à disqualifier avant débat toute parole issue de la majorité accusée d'être forcément autoritaire, dominatrice, fasciste, raciste, et tout ce que l'on veut, et à discriminer positivement la parole issue des minorités, les racisés, ses chances pour la France, ceux qui, dans l'imaginaire de Père Castor, qui est bon qu'à tailler des bûches, à ces gens venus d'ailleurs, va leur laisser entendre que c'est eux qui ont fait la guerre, libéré la France, reconstruit la France, tout le reste. Présenter donc forcément
comme étant des pauvres gens dominés par les méchants blancs ou non, je rajoute quelques mots au livre de Lucien Cerise, et méritant désormais d'occuper toute la place dans un acte de réparation forcément progressiste. Sur cette base idéologique où tout est inversé, le cœur de la guerre culturelle consiste à lutter pour la liberté d'expression. C'est la première étape de l'émancipation du peuple, car elle lui permet de repositionner clairement dans la parole et la pensée qui est réellement le maître et qui est réellement l'esclave en contexte capitaliste, quand c'est votre compte en banque qui définit votre destin et que les minorités actives dominantes s'en sortent très bien de ce point de vue-là et sont donc loin d'être à plaindre. La lutte des classes, l'idée aussi maintenant d'une lutte des pauvres minorités qui débarquent dans un pays et qui ne peuvent pas accéder immédiatement à une propriété, à une richesse territoriale. C'est-à-dire qu'il est devenu anormal de voir des autochtones qui ont transmis, voyez-vous, de père et de mère en fils et filles, des héritages, que ce soit mobilier ou immobilier. C'est quand même étrange. En France, les blancs n'ont plus le droit d'être propriétaires, parce que c'est discriminer les pauvres racisés. Alors que quand tu vas dans leur pays d'origine, aucun problème à ce qu'ils t'interdisent des fois même d'avoir le droit, entre guillemets, de posséder le sol. En fait, tu n'auras que les murs, comme c'est le cas en Bulgarie ou dans d'autres endroits encore. Page 104. On reviendra sur ce livre après dans d'autres détails. Qu'est-ce que l'ingénierie sociale négative? Puisqu'il en existe des positives qui viennent à faire l'éducation, exercer, voyez-vous, une certaine autorité sur les enfants pour les construire et leur amener le discernement du bien et du mal. Mais alors, qu'est-ce que l'ingénierie sociale négative? La définition de l'ingénierie sociale moins négative, pour abréger, tient en deux mots. Démolition contrôlée. La démolition contrôlée des peuples et des identités consiste à installer en leur sein des conflits triangulés. On pourrait même ajouter notre docteur René Martial qui dirait créer des minorités ethniques. C'est déjà, voyez-vous, se constituer des populations qui te mèneront la guerre demain. Là, il parle d'un conflit triangulé, un peu le côté de Cartman. On crée des bourreaux, on les déplace vers les victimes, et il y a les sauveurs qui sont là, qui organisent le tout. Normalement, les rôles sont censés changer, sauf que, étrangement, il n'y a que bourreaux et victimes qui viennent à changer de rôle, et la solution, entre guillemets, qui crée tous les moments propices, vous voyez, toutes les conditions qui vont être favorables à l'affrontement, eux, restent à leur poste. Toujours au garde à vous et à contrôler si le troupeau est en train de s'affronter ou non. L'objectif est la guerre de tous contre tous. En un mot, le chaos, mais sous pilotage triangulé. Le terrain le plus favorable pour augmenter le niveau général d'entropie chaotique, donc de détestation de la société, donc d'augmenter les risques de conflits et de séparatisme, est l'hypercomplexité identitaire. Dans l'effondrement des sociétés complexes, l'anthropologue Joseph Attenter se pose la question des mécanismes d'entropie sociale qui aboutissent et qui, par le passé, ont déjà abouti à l'effondrement puis à la disparition de certaines sociétés. Autrement dit, quels sont les facteurs de la mort d'une société? Selon Attenter, le facteur principal d'entropie sociale est la complexification excessive de la société, aboutissant à des rendements marginaux décroissants. Attenter n'envisage qu'un effondrement naturel des sociétés. Et je pourrais continuer comme ça la lecture, mais ça nous mène à notre Soros, soi-disant philanthrope qui s'est attaqué contre le système monétaire européen pour forcer à l'appartenance, voyez-vous, à quelque chose de plus global, à une société toujours plus ouverte par un système monétaire de l'euro. Page 66, d'abord, pour voir qu'est-ce qui l'a influencé à aller dans cette idée. On a la société Fabian, qui est donc la Fabian Society, qui est à l'origine de la London School of Economics à la fin du 19e siècle. Ce que je vous disais l'autre jour, quand je déclare des choses, je les prouve toujours.
Donc la London School of Economics, elle fut fondée en 1895 par plusieurs membres de la Société fabienne, dont Sidney Webb et Beatrice Potter Webb, Graham Wallace et le célèbre écrivain irlandais George Bernard Shaw. La Société fabienne est un club de pensée, ce qu'on nomme aujourd'hui un think tank, qui a vu le jour à Londres en 1884 et qui provenait, et j'ai mené l'enquête après, de Yellow, je sais plus comment ça s'appelle, mais Yellow Sheet, je crois, un truc comme ça. Donc une autre branche qui s'intéressait au spiritisme et au spiritualisme. On pourra revenir sur ces détails avec plaisir. Tout au long du XXe siècle, la Société fabienne exercera une influence prépondérante sur le monde culturel, financier et politique britannique et sera à l'origine du Parti travailliste. Bien que d'orientation socialiste, la Fabian Society regroupera autant de personnalités issues du socialisme anglais telles que Robert Owen, dont on a déjà parlé, qui était allé s'établir aux États-Unis, a créé une communauté qui a complètement échoué. Rapidement, hop, il s'est barré de là. Que les hommes d'agents tels Cecil Rhodes, donc le célèbre homme d'affaires et homme politique britannique, fervent soutien de l'impérialisme britannique dans le monde. Impérialisme qu'il concevait, à la manière de Soros, comme l'outil de l'avancée du bien et du progrès de l'humanité. Les gens de haute race, de haute culture, doivent se charger des pauvres gueux, des tribus, des paysans, et aller les élever vers la civilisation, mais le tout dans un planisme, donc dans une structure avec un objectif, le communisme, donc le fascisme. Ce que je vous avais présenté avec Hayek, qui d'ailleurs a inspiré, je l'ai vu après, comme Karl Popper, le George Soros. Page 92, on en arrive à la définition de Karl Popper, ou non d'ailleurs, avec Soros sur la société ouverte. Ils nous disent, bien sûr, il existe une communauté globale. Il y a des intérêts communs au niveau global, comme la préservation de l'environnement ou la prévention de la guerre. Mais ces intérêts sont relativement faibles en comparaison des intérêts spéciaux. Ils n'ont pas beaucoup d'écho dans un monde d'États souverains. De plus, la société ouverte est un concept universel qui transcende toutes les frontières. Les sociétés assurent leur cohésion grâce à des valeurs partagées. Ces valeurs sont enracinées dans la culture, la religion, l'histoire et la tradition. Dans une société sans frontières, quelles sont les valeurs partagées? Il me semble qu'il n'y a qu'une source possible, le concept de société ouverte lui-même. Sous-entendu, le nouveau dogme. Et les religions avec leur culture, leurs coutumes, ce qu'on peut penser des fois scandaleux ou non sur les rapports hommes-femmes, les rites avec les sacrifices d'animaux ou bien d'autres choses encore, ils veulent l'effacer. Et le plus grave, c'est que dans cette association, ils retrouvent des religieux qui pensent faire renverser l'Occident en venant nombreux. Et en instaurant leur boutique, leur côté exotique, leur lutte contre les autochtones. Ce qui est quand même scandaleux, de dire que aujourd'hui, quelqu'un issu de l'Afrique qui arrive fraîchement en Europe et vient en France ou en Allemagne, peu importe, et on lui dit, tu vas être considéré autant français que quelqu'un qui l'est depuis 15 ou 20 générations. Même 4 à la rigueur déjà. Alors que toi, quand tu vas dans leur pays d'origine, Mali, Algérie ou ce que tu veux, jamais tu seras considéré comme un Algérien même si tu as un document. Ou d'ailleurs un autre type d'identité si tu veux aller au Congo ou peu importe. Il y aura toi le blanc là qui vient de l'Occident fraîchement arrivé et eux qui sont déjà en place et qui sont ou non descendants d'esclavagistes ou bien de personnes qui ont subi l'esclavage. Parce qu'il n'y a pas que des victimes. C'est pas que des anges, que des chances ou autres. On parle de la traite intra-africaine, de la traite barbaresque, arabo-musulmane, etc. Donc, nous les faire passer comme si c'était des centaines de millions de victimes et descendants, voyez-vous, auxquels on devrait quelque chose, c'est à nouveau réécrire l'histoire. C'est le wokisme. Comme c'est justement
effacer l'identité que de dire à n'importe qui « venez chez nous ». Et dès le lendemain, quand vous aurez vos papiers, vous serez considéré comme celui qui a donc lui la race résultat. Dans sa génétique ou non, il y a en fait la présence sur le territoire européen. Dans l'ordre familial, dans les meubles, les façons de se comporter, voyez-vous, le modèle de vie, il porte la civilisation européenne. Ce qui ne veut pas dire que toi, tu dois être honteux d'être africain, par exemple. Oui, la France n'est pas la Belgique, n'est pas l'Allemagne, comme le Maroc n'est pas la Tunisie et n'est pas le Mali. Mais le problème, c'est que maintenant, on veut tout mélanger. Ce qui mène donc à la société ouverte, conceptualisée à l'origine dans les années 30 par Karl Popper, qui était enseignant à la London School of Economics. La théorie de la société ouverte a été conçue comme une défense de la démocratie libérale face au système totalitaire qui la concurrençait dans le contexte de la crise politique de l'époque. De l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui mène au drame du fascisme communiste. Voici la généalogie que Soros en donnait dans une interview de février 1997. Écoutez bien Soros. Je cite. Le terme de société ouverte a été la première fois utilisé par Henri Bergson dans son livre Les deux sources de la morale et de la religion, donc sorti en 1932, et mis en lumière par le philosophe autrichien Karl Popper dans son livre La société ouverte et ses ennemis, publié en 1945. Donc au sortir de la guerre et des massacres que l'on a connus par le mouvement socialiste national ou national-socialiste. J'ai plus de mal avec le côté national. Quand on voit ce que promotionnait Hitler, hein, il n'y avait rien de national en soi. Ce qui parle de défendre la race soi-disant aryenne de la nation allemande, germanique, etc. Mais regardez plus loin dans ce qu'il a proposé. S'attaquer à l'Église, aller persécuter les Français, les voisins, aller encore faire bien d'autres massacres. Au point où, dans son propre peuple, hein, il envoyait bon nombre qui n'étaient pas, selon lui, la caste supérieure. Hein. Pour ça que d'ailleurs il a mis en place les Lebensborn programmes, dont on reparlera plus tard, et qu'il allait notamment en Ukraine chercher des gamins, les arracher à leurs parents pour aller les mettre dans les pouponnières. Ce qui prouve qu'il n'était vraiment pas pour ce qui est nommé spécialement les Allemands, etc. Il se servait d'eux comme des pions sur son échiquier international, pour porter quelque chose de plus grand, entre guillemets, hein, l'ordre mondial. Et d'ailleurs, il l'avait déclaré. Popper montre que les idéologies totalitaires comme le communisme ou le nazisme ont un élément commun. Elles prétendent détenir la vérité ultime. Puisque la vérité ultime est hors de portée de l'espèce humaine, ces idéologies doivent avoir recours à l'oppression afin d'imposer leur vision de la société. J'insère quand même ce qu'on observe aujourd'hui. Les unités de SS qui défilent dans la rue sont peut-être pas les mêmes que celles de l'époque, mais sont bien issues du socialisme sectaire. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas la vox populi qui, par le plus grand amour, dit « on aime notre pays ». On n'est pas fermé au monde, on doit accepter qu'il y ait des migrants, mais pour justement vivre en harmonie, mettre de l'ordre, des critères pour pouvoir entrer sur le pays, vous voyez, dans notre nation. Eux, les gauchistes, non, c'est Poutou, accueillons tout le monde, ça sera le désordre, il y aura des mafias, il y aura des gens dans une extrême pauvreté dans des tentes, mais comme ça au moins, on aura, voyez-vous, une conscience soi-disant tranquille d'avoir créé un dépotoir en France. C'est ça le problème. D'avoir emmené et favorisé la criminalité telle ce qui s'est passé dans les favelas, au moment où chacun s'était délaissé des responsabilités, du besoin et du bien commun. Donc leur leçon de morale, les gauchistes, ça va 2 minutes. Et le pire, c'est que la plupart qui votent LFI ou à gauche ou ce que l'on veut, le nouveau Front populaire, sont des gens qui n'arrivent même pas à débattre. C'est pour ça qu'ils vous disent que lorsque vous voulez rentrer sur leurs idées et leur montrer la folie de leur programme, immédiatement, ils vont dire fasciste, raciste. Ils tentent de mettre fin à la communication. Sauf que nos conversations, elles ne prennent plus fin. Parce que fut une époque, te faire traiter de raciste ou de fasciste, c'était une honte parce que tu voulais pas être associé à ça. Aujourd'hui, tu sais qu'en fait, ceux qui te traitent comme tel, ce sont eux. Vous voyez, ils ont inversé, c'est ce qui s'appelle l'inversion accusatoire. Faire porter ton fardeau à l'autre.
Si tu échoues, c'est de la faute de l'autre. Si en fait tu ne veux pas débattre, c'est de la faute de l'autre. Parce que non, non, il n'est pas dangereux. Si véritablement tu pouvais le mettre KO technique par les arguments, la réalité, par exemple en France, si tu, dans ta tête, dans ce que tu as établi et ce que tu as vu de la société, on n'importe que des chances, pourquoi refuser les stats ethniques pour la criminalité, pour les délinquances? Si tu es si rassuré que ça, pourquoi également ne pas mettre des stats ethniques pour le travail? Voir si véritablement il y a un racisme systémique. Parce que vous savez que tout ça est le fruit d'associations qui ont pullulé sur le territoire et qui chaque année prennent des milliards de subventions pour soi-disant aider les migrants, etc. Alors que ça se va entretenir à grands frais. Comme ceux qui vont faire de l'humanitaire et qui mettent des cagnottes et qui les détournent ou qui s'affichent sur les réseaux pour faire, voyez-vous, des placements de produits. On les voit, tous ces faux humanitaires. Popper a d'ailleurs juxtaposé à ces idéologies totalitaires une autre vision de la société, qui reconnaît que personne n'a le monopole de la vérité. En clair, 1 plus 1 n'est plus égal à 2. Tu peux dire demain 3, c'est ton droit, c'est ta liberté. En fait, c'est-à-dire que chacun réécrit son histoire. Ce qui mène après à des maîtres Gims qui disent par exemple que les pyramides, c'est ni plus ni moins que les Africains, voyez-vous. Que c'est issu des Noirs qui avaient donc au niveau de ces pyramides-là, plus précisément que de dire juste une construction, parce que l'Égypte étant même en Afrique, c'est plutôt de dire qu'ils avaient déjà l'électricité à cette époque-là. Qu'en fait, ils étaient en avance bien avant l'Occident. Et la question à se poser, sur ceux qui veulent faire porter aux Blancs la culpabilité d'avoir colonisé le monde, créé des massacres, comment se fait-il que dans tous les pays, il n'y ait pas de majorité blanche? Comment se fait-il si on a colonisé à l'international? Ou encore, expliquez-moi pourquoi, si vous étiez si évolué dans vos civilisations, le blanc a pu débarquer du jour au lendemain de façon minoritaire et vous asservir. C'est peut-être parce qu'en fait, le blanc n'était pas le premier à le faire. Que vous, déjà entre vous, vous bouffiez. Entre tribus, c'était comme ça. Entre groupes ou non, voyez-vous, c'était on enlève la femme de l'autre, lui on va le mettre en esclavage. Pour faire les pyramides, c'est pareil. Donc l'esclavage n'est pas la traite, comme vous diriez, triangulaire, qui est à dénoncer, qui est scandaleuse. Qui est venu l'abolir? Et les Blancs. Qui est venu, par exemple, dire qu'il était inadmissible qu'à la Mecque, il y ait encore des ventes d'esclaves, au point où ce sont les Occidentaux, avec les Britanniques entre autres, qui ont forcé l'Arabie Saoudite à mettre fin à ces ventes d'esclaves, dont des femmes, qui étaient vendues dans le lieu où les gens vont faire leur pèlerinage, soi-disant retrouver l'amour, etc. Oui, parce que leur prophète leur a dit d'affranchir les esclaves. En fait, ils reconstituent toujours la même chose. On les libère, ils recréent la même chose. Suffit de voir, regardez, on les laisse en France, on met un peu de lest, voyez-vous, on les laisse vaquer à leur occupation. Qu'est-ce qui en ressort? Criminalité, délinquance, asservissement des femmes, etc. Des gens issus de l'Afrique qui vont après se rendre dans leur pays d'origine, enlever des pauvres victimes et aller les prostituer de force. Et c'est pas les Blancs qui vont les ramener par bateau là. Et il y a tout un tas de réseaux comme ça, les Nigériens, etc. Donc les leçons de morale, ça va 2 minutes. Et l'histoire de personne ne détient la vérité, c'est à nouveau un mensonge. On a nos réalités dans un environnement qui lui est bien vrai, authentique. Donc, il dit après, différentes personnes ont vu des vues différentes et des intérêts différents. Il y a un besoin d'institutions qui les autorisent à vivre ensemble en paix. Ces institutions protègent les droits des citoyens et assurent la liberté de choix et la liberté d'expression. Popper a appelé cette forme d'organisation sociale la société ouverte. Mais quand il parle de ça, il n'est pas dans une vue éleviste à favoriser les autres à la place des nôtres. Et c'est pas ouvrir la société pour mieux discriminer certains. Normalement, c'est censé mettre l'égalité qui est à nouveau une utopie dont on pourrait reparler longuement. Pourquoi pas même revenir sur mes anciens débats avec ceux qui se voulaient souverains, la lutte contre la fraude non légale, bien d'autres thématiques encore que j'avais abordées et sur lesquelles il y avait des bonnes idées avec l'histoire des contrats, du droit maritime,
le fait d'avoir un drapeau, donc c'est avoir un pavillon quelque part. Il y avait des bonnes idées, mais beaucoup d'égarements et de fausses promesses. Il nous dit, écrit durant la Seconde Guerre mondiale, la société ouverte et ses ennemis expliquaient ce que les démocraties occidentales défendaient et ce pourquoi elles se battaient. Nous étions donc sur ce deuxième ouvrage et on va revenir sur la réforme parce que cette idée de société ouverte, c'est créer quelque chose de nouveau. Ce qui mène, comme le disait M. Raybaud, qui dénonçait ces nouveaux dogmes, cette société et cette religion nouvelle, qui veut s'établir une éducation sans culte, une société sans famille et sans propriété, un peuple sans gouvernement. Personne ne détient la vérité. Alors, c'est fini d'éduquer, voyez-vous, le côté d'un Dieu créateur, d'interroger l'œuf ou la poule. À la philosophie, on y met fin. À la place, on passe sous un autre système. La famille, père et mère, s'est abolie. Plus de transmission. Ça y est, on casse avec le côté archaïque. Alors, en fait, on se coupe ni plus ni moins de, pour ceux qui êtes croyants, de tout ce qui nous a liés jusqu'à Adam et Ève. Des forces, des développements du langage, de la découverte, voyez-vous, de l'ingéniosité, des inventions ou non. Pour laisser place à quoi? Sans propriété. Et c'est la terre appartient à tout le monde. L'idée qu'on va retourner dans un ordre de chasseurs-cueilleurs. Je vois pas très bien où on en vient en fait. Parce que leur utopie, c'est tout le monde va participer avec tout le monde. Il n'y a plus d'handicapés, il n'y a pas de gens qui sont feignants. La criminalité, l'ego de chacun a été laissé de côté. Les tromperies, c'est pareil. C'est être utopique à nouveau. Un peuple sans gouvernement, sans infrastructure. Ce qui veut dire quoi? On enlève les droits et les lois. L'orgueil, un orgueil illimité, le droit divin de ces nouveaux apôtres. Monsieur Owen, dont on a parlé tout à l'heure, lui qui se proclame le favori de l'univers, n'a pu dans la contrée la mieux choisie de la libre Amérique, dont je vous énumérais la société qui a échoué, à fonder un système sociétaire et bâtir une ville sous le beau nom de Nouvelle Harmonie, sans voir aussitôt toutes les passions déchaînées, faire de sa création un chaos dont lui-même s'est enfui des premiers. Les maçons, ceux qui se veulent architectes de notre société, décideurs ou non, peu importe comment vous voyez la chose, qui ont favorisé l'immigration et qui se sont dit le choc des cultures va durer un temps et après on va venir à les éduquer. Le résultat, il est là. Scolaire, le niveau PISA en chute libre. Le côté d'appartenance à la société où on veut le bien commun, c'est fini, c'est individualiste au maximum. Et à la fois, ça se veut collectiviste. Comment on en arrive à une telle situation? Je vous propose de retourner dans Neuropirate à la page numéro 23. Intervention à la conférence Neuropirate, Neuroesclave. Conditionner les masses. C'est donc là où nous en sommes. Revenons à Pavlov. Il avait déjà expliqué comment la relation de l'homme avec le monde extérieur et avec ses semblables est dominée par des stimuli secondaires, les symboles linguistiques. Puisqu'on veut nous couper du passé, on veut en fait nous sectionner le langage. Et c'est toxique, s'attaque à notre lexique, au point même où il y a plein de mots qui deviennent à être dénaturés. Et avant, on avait, juste comme ça pour donner un petit exemple, théorie du complot, donc qui ont existé, et idéologie. Par exemple, Terre plate, basée sur rien, ou encore les extraterrestres existent, basés que sur des observations lumineuses, pas plus. Et sur, voyez-vous, des illuminés. Il y avait quand même des distinctions. Aujourd'hui, ça a été appauvri en complotiste. Et on pourrait comme ça accéder à bien d'autres concepts. Hommes, femmes, qui aujourd'hui, tout ça s'attache à des stéréotypes, vont mener juste à voyez-vous, être universel. En fait,
le côté de la richesse du lexique passé va s'amenuiser dans un vocabulaire de la novlangue d'Orwell. Un livre que j'ai derrière aussi, dont on pourra revenir sur 1984 par exemple. Ou encore le renversement de la société, la ferme des animaux, hein, c'est en fait le Front populaire actuel, le nouveau Front populaire. Les gens vont voter et oublient que à la tête même, c'est des cochons. C'est des Jean-Luc Mélenchon, etc. Qui vont s'approprier les droits et mettre des virgules, des phrases et bien d'autres articles encore pour se favoriser et faire en sorte que 1789 redevienne un remake. Vous voyez? C'est-à-dire, on fait en sorte que la population s'énerve contre la bourgeoisie, contre certains privilèges, pour mieux nous positionner demain. C'est moi la République. Vous voyez? La forme autoritaire, qui ne respecte même pas, par exemple, le corps policier, ou encore judiciaire. Revenons à ce côté pavlovien, donc les symboles linguistiques, ce qui ramène à la philosophie que je vous avais développée sur l'importance du langage, et que c'est vraiment à partir de là qu'on a tous les concepts du monde, et qu'on développe la conscience. Un thème dont à l'époque, j'aimais bien parler. L'homme apprend à penser avec les mots et les symboles qu'on lui a donnés, et ceux-ci finissent par conditionner toute sa vision de la vie et du monde. Comme dit Dobrogaev, le langage est le moyen d'adaptation de l'homme à son milieu. Nous pourrions reformuler cette affirmation de la façon suivante. Le besoin de communication avec le monde extérieur, parce que le langage et son système sont variables et non objectifs. Ah, attendez, hop. Dobrogaev poursuit, je cite, « Les manifestations linguistiques font partie des fonctions de réflexe conditionnés du cerveau humain. » Nous pourrions dire plus simplement que la personne qui dicte et formule les mots et les phrases que nous utilisons, qui commande les médias, fait qu'elle est maître de l'esprit. Fin de citation. Et je vous avais déclaré que pour ma part, comme les magiciens, quand ils sont sur scène, en fait, ils utilisent la gestuelle, donc le langage paraverbal, si on peut voir ça comme ça, hein, le langage par la gestuelle, et en même temps les mots. Ils vont mettre des temps de pause, ils vont accentuer, jouer, voyez-vous, de la teneur de leurs propos pour utiliser des formules. La magie passe par là. Et je vous avais même dit, la magie passe par là parce que regardez, quand un prêtre va par exemple, voyez-vous, exorciser quelqu'un, il va utiliser toujours la même image trinitaire, l'eau, la symbolique par le symbole de la croix et la parole qu'il va porter. Vous voyez, ça revient au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est cette dimension qui renvoie à bien d'autres choses encore. Quelqu'un qui va faire un rite, c'est pareil. Il va utiliser ou non un support, il va utiliser la gestuelle et à nouveau le langage. Mais les politiques, c'est de même. Et ils vont créer des peurs. Ou sur Internet, ceux qui sont comme des sangsues à vous bouffer le sang pour avoir un peu d'argent et vous mener à la dépression, c'est pareil. Leur objectif n'est pas de faire un socle d'élévation, voyez-vous, pour apprécier, à s'augmenter tout en ayant les pieds sur terre, pour pouvoir mieux apprécier s'abaisser aussi. Voyez, retransmettre le savoir, c'est-à-dire être arrivé à un certain niveau de la société, de compréhension bien d'autres choses, et ne pas être orgueilleux. Ouais, toi, ferme ta gueule, t'as pas mon niveau. Ouais, toi, dégage. Non. Viens à ma table. Tu veux débattre? Avec plaisir. Tu me dis que je fais des erreurs ou que j'ai des progrès et que j'ai des axes que je dois réorienter, avec plaisir. Viens au débat. Des fois, peut-être qu'on va échouer. Nos arguments ne seront pas bons ou sur le moment pris de court. Mince, j'ai encore temps à étudier. Ce que je disais déjà en 2020, en 2018, etc. On a tous à enseigner les uns aux autres. N'oublions pas que de facto, nous sommes tous élèves les uns des autres aussi. Donc, le côté pavlovien, et je n'en ai pas fini avec ce livre, nous mène à ça. Serge Tchakotine. Un excellent livre que je n'ai pas terminé, pour être franc, qui est très complexe dans sa lecture, mais sur le côté pavlovien, waouh, je crois que c'est l'un des plus complets, qui m'a servi d'ailleurs pour des réflexions et puis pour appuyer
mon assemblage. Page 41. Donc on va avancer un peu. Mais ce qui fut établi sans aucune équivoque dans les laboratoires de Pavlov encore pendant sa vie, c'est la possibilité d'agir sur la formation du caractère. C'est ainsi qu'on a séparé les chiens d'une portée en 2 lots. Dès leur naissance, les uns furent laissés pendant 2 ans en liberté, les autres enfermés dans des cages. Quand on a commencé plus tard à former des réflexes conditionnés chez les uns et les autres, on constata que les réflexes conditionnés se formaient plus aisément chez ceux qui furent tenus dans les cages et qui d'ailleurs présentaient les symptômes d'une grande sensibilité aux excitations sonores. Ils étaient peureux, ils tremblaient continuellement au moindre bruit, tandis que les autres, habitués aux excitations multiples, mis au laboratoire et sous l'influence d'excitations monotones, devenaient vite somnolents et résistaient plus longtemps à la formation d'un réflexe. Sous-entendu qu'il faut briser en l'homme quelque chose, ou en l'animal en l'occurrence, pour mieux le conditionner par la suite, et lui créer un état de choc. Là, ça a été l'enfermement, quand les autres ont été laissés en liberté. Le conditionnement n'est pas apparu comme ça par hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la panique générale d'une crise Covid, etc. Ça, c'est, on va dire, le narratif qui doit être laissé à la portée de tous. Même Noam Chomsky, très fort en linguistique, s'est fait avoir par le script. C'est vous dire que vraiment c'était peaufiné. Comme quelqu'un qui vous dénonce des propagandes depuis je ne sais combien de temps, qui vient à se laisser avoir par la peur propagée sur la planète entière, qui a amené à des conditionnements de folie avec des Hotzweit, c'est passé reformulé en auto-attestation, créé dans l'être humain, dans sa psyché, une forme de soumission déjà à l'autorité. C'est-à-dire, je ne sors pas libre, je dois me faire un document pour sortir. Et attention, je suis mesuré sur le temps. À la limite d'être en bracelet électronique, peut-être pas la montre connectée au poignet, mais comme celui qui est en semi-liberté là. Alors, on voit que le plus grave, c'est pour les gamins. Le choc du confinement, d'être séparés de leurs copains, copines, voire même des fois au sein d'un même foyer, enfermés dans la chambre. Puis, la seule fenêtre sur l'extérieur, c'est Windows, c'est l'informatique. D'accord? C'est-à-dire l'artificiel. Et leur moyen d'exister, de se voir et de concevoir le monde, c'est des filtres. C'est des rapports toujours plus faux au monde. Ce qui mène à l'ingénierie sociale. Dès leur plus jeune âge, on peut les orienter. Ces études conduisirent donc Pavlov à l'établissement des différences de caractère qui coïncident parfaitement avec la vieille division hippocratique des tempéraments devenus coutumières en ce qui concerne l'homme. Il arrive à distinguer des chiens mélancoliques, flegmatiques, colériques et sanguins. Il parle des 4 types du système nerveux et distingue avant tout les systèmes à réaction forte et ceux à réaction faible. Les premiers peuvent présenter des individus chez lesquels le système nerveux montre un certain déséquilibre. Ce sont les colériques. Chez eux, l'excitation prévaut sur la faculté d'inhibition. L'autre partie de ce groupe est constituée par des éléments équilibrés, mais ceux-ci, à leur tour, peuvent être divisés en individus avec les réactions rapides et chez lesquels la force et l'excitation égale celle de l'inhibition. Ce sont les sanguins. Leur excitation amène à des réactions rapides en ce sens que les processus d'irradiation et de concentration se font à une allure plus intense, ce qui facilite le passage d'un de ces processus dans l'autre. Je pourrais continuer après la lecture, mais je vous emmène à la page numéro 43. Ceux que ça intéresse, il y a des petits graphiques également apportés. Dans cet ordre d'idées qui consiste à rapprocher tous les résultats de recherche de laboratoire, rigoureusement scientifiques à des réactions du comportement humain, il nous reste encore à indiquer que Pavlov attribuait à la forme éminemment humaine d'excitation qu'est la parole une importance très grande. Comprenez le lien entre Neuropirate qui abordait Pavlov et qui juste après parlait du langage et du développement que je vous ai apporté, et le viol des foules qui a d'ailleurs interdit de publication à certains moments par la propagande politique,
nous parle de Pavlov et arrive après au langage, toujours sur le caractère de l'être humain. Formons donc un réflexe. La parole est d'une importance très grande. Il est clair, après tout ce que nous avons vu, que la parole, parlée ou écrite, peut aussi bien devenir un excitant conditionnant, formant un réflexe que n'importe quel autre excitant. Je cite. La parole, dit Pavlov, entre en rapport avec tous les excitants et les excitations externes et internes qui arrivent aux hémisphères cérébraux, les signale, toutes les remplace et pour cette raison peut provoquer les mêmes réactions que celles suscitées par ces mêmes excitants. Fin de citation. Il est facile à comprendre que la parole surtout donne naissance, les uns se greffant sur les autres, à une série de réflexes conditionnés, toujours plus compliqués, d'où résulte alors toute la complexité des réactions verbales et de la pensée de l'homme. Comme le dit Clyde Miller, je cite, « Les mots et les symboles qui les représentent donnent aux hommes la possibilité de transmettre de génération en génération leur héritage de connaissances et d'ignorance, de superstitions et de concepts scientifiques. » Ce qui renvoie à... comment il s'appelle Gustave Le Bon, quand il nous disait que... oui, il y a aussi des fois des transmissions de croyances toutes farfelues. Par là, sur le spiritualisme avec les sœurs Fox, qui même après qu'elles aient assumé avoir menti sur la communication avec les morts, il y a toujours des croyants qui se rendront sur le lieu ou non pour des visites. Alors hop, je me mets, voyez, les petits passages au niveau des pages, et on va à la 45e. La suggestion survient si la parole, l'ordre, vient frapper un mécanisme psychique qui se trouve dans un état d'affaiblissement physiologique. Si on analyse les possibilités de résistance à la suggestion, une question de la plus haute importance, comme nous le verrons plus loin, on arrive donc à établir que, à part les cas pathologiques d'une insuffisance congénitale, de maladie ou d'empoisonnement, elles sont en grande partie une fonction du degré de culture, c'est-à-dire de la richesse en chaîne de réflexes conditionnés, griffés les uns sur les autres, dont se compose le mécanisme psychique des individus en question. Écoutez bien ce qui rejoint George Orwell. L'ignorance est donc le meilleur milieu pour former des masses se prêtant facilement à la suggestion. Vous vous rappelez, dans un de mes précédents directs, la prof après 68 qui disait on est passé de l'instruction à l'éducation et on a affaibli la possibilité, voyez-vous, d'instruire les jeunes, de leur donner les cartes en main. Non, aujourd'hui, ils leur ont arraché le plumage pour après créer des ateliers et leur dire allez, on va tenter de s'en reconstituer à la Dédale et Icare, et le résultat est le même, le labyrinthe. Celui malheureusement de la perte de réflexe, d'identité, de repères. On l'a toujours su, mais grâce à Pavlov, on est en état aujourd'hui de comprendre les raisons physiologiques de ce fait capital dans le domaine social et politique. Un nouveau chapitre de la physiologie du système nerveux et de la physiologie générale est inauguré par les recherches sur les réflexes conditionnés. C'est la physiologie évolutive, dont les problèmes sont à l'étude dans les laboratoires en URSS, c'était à l'époque, dirigé par les disciples de Pavlov après sa mort. Son but est la recherche des processus qui ont été à la base de l'acquisition, dans la série animale au cours de l'histoire phylogénétique, des espèces, des mécanismes, des réflexes conditionnés et leur comparaison avec les changements qu'on observe aujourd'hui dans l'ontogenèse, ce qui renvoie à la précédente vidéo, phylogénétique et l'ontogenèse. On s'efforce de créer à volonté, au moyen de sélection artificielle et de croisement, des différents types du système nerveux. Les mutations provoquées expérimentalement y sont aussi envisagées. Les recherches sur les réflexes conditionnés chez les individus de divers âges prennent aussi une grande importance. C'est surtout Krasnogorsky et ses élèves qui poursuivent ces recherches. On a parfois reproché à Pavlov que sa théorie rejette le fait ressenti par chacun de l'existence de phénomènes subjectifs. C'est faux. En réalité,
les recherches entreprises par lui sur des chiens et menées avec toute la rigueur des expériences physiologiques classiques d'un Claude Bernard ou d'un Pasteur n'étaient qu'une première approche au phénomène subjectif. D'ailleurs, il s'est prononcé maintes fois clairement, lui-même, en disant qu'il serait inadmissible de séparer les deux types de phénomènes. Il considérait les phénomènes subjectifs comme une manifestation de l'état actif de la matière hautement organisée. Il espérait obtenir un canevas physiologique sur lequel il serait un jour possible de broder toute la multiformité du monde subjectif de l'homme. Alors, on va un peu plus loin. À la page 51. Hop, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Mécanisme de conservation de l'individu. Là, vous allez voir que ce que j'ai dit jusque-là est en correspondance avec ça. Mécanisme de conservation de l'individu. Numéro 1, pulsion combative. Numéro 2, pulsion alimentaire. Ce qui mène à ce que j'avais développé dans mon livre, ne pas être mangé, voyez, mais trouver de la nourriture. J'avais formulé ça différemment, mais c'est à peu près ça le combat déjà de la vie depuis son tout début. L'animal, quand il est dans la nature, c'est pouvoir se nourrir sans être la nourriture d'un autre. Le côté donc combatif et alimentaire, les deux se rejoignent, et mène après au mécanisme de conservation de l'espèce, donc la pulsion sexuelle et la pulsion parentale, c'est-à-dire répondre à son besoin de l'acte charnel, tout en voulant également se reproduire, et perpétuer son espèce. Donc les deux sont liés normalement, l'amour et la sexualité. Or, on l'a observé, ils ont dissocié pour après créer des marchés d'applications pour rencontrer sa moitié, ou encore de ceux qui sont solitaires, qui vont après aller avec des robots dont on reparlera après, et le côté sexuel, bon, pornographie, hypersexualité, tout ce qui s'ensuit. Le côté de conserver son espèce, en fait, c'est pas être raciste déjà, parce que c'est l'espèce humaine dans la priorité, et après ça mène quand même à avoir des groupes humains. Donc les aires civilisationnelles un peu à la Huntington. On évite de trop mélanger les flux pour éviter que de nouveau on retombe dans les premiers instincts combatifs. Se protéger, ne pas être la nourriture des autres. Certes, nous ne sommes pas dans l'ordre cannibale, mais nous sommes dans l'ordre civilisationnel, qui de tout temps sont affrontés, ont été en conquête, missionnaires ou non, observer ce qui se passait dans d'autres tribus, d'autres pays. René Martial nous le dit. Alors attendez, parce que là, il faut que je retrouve, c'est celui-ci. Donc ça va nous mener après à ça. À la page numéro 26. Ne sachant pas d'où il vient, il ne sait plus où il va. C'est l'homme moderne. Celui qu'on interdit de s'attacher à son pays et de dire qu'il est de souche. Quand on lui efface son origine, il ne sait plus où il va non plus. Il est perdu. Et donc il en vient même à perdre ses instincts, entre guillemets, primaires, comme on le voyait. Celui de parentalité ou encore de combativité. Il en devient seulement un être pris dans l'alimentaire, dans la consommation et dans la sexualité, qui est devenue, elle aussi, une marchandise, un produit. Alors il nous inscrivait, docteur René Martial, il convient de ne pas être xénophobe, de ne pas, voyez-vous, déclencher une fermeture sur soi et finalement de se perdre. Mais il dit aussi qu'il convient de ne pas être xénophile, de ne pas vouloir préférer que les autres aux nôtres et de se fouetter de jour en jour pour s'accabler de tous les problèmes de la Terre, comme si nous serions coupables de tous les phénomènes. Il dit tolérable, supportable et dans certains cas désirable, l'immigration est devenue un danger à partir de 1933. Tout patriote normalement constitué, français, italien, mais même marocain, malien, ce que vous voulez, vous dira qu'il est fier de voir son pays quand même majoritairement occupé par ceux qui sont de souche. Et dans un même temps qu'il est satisfait d'avoir des apports par des gens venus d'ailleurs, visiteurs, voyageurs, ou même d'autres qui sont venus s'installer, établir une famille. Ce qui rejoint 100% de ce que j'ai dit.
remettre de l'ordre dans le pays, arrêter les OQTF, qui d'ailleurs, dans Neuropirate, il nous décrit ceux auxquels on favorise de créer du chaos pour pouvoir y substituer un nouvel ordre. Vous voyez, produire le besoin. La fenêtre d'Overton dont on parlera après. Page 95. Donc là, vous comprenez, j'espère, ma pensée. Quand on parle de race résultat, c'est pas les blancs contre les noirs ou les asiatiques, puisque le peuple français n'est pas le peuple espagnol, n'est pas non plus celui italien. Et on l'avait prouvé dans une de mes vidéos avec les 30 Glorieuses. Les Italiens, majoritairement, sont venus pour reconstruire, mais par mauvais comportement ou en tout cas des cultures bien trop différentes, ils n'ont pas été acceptés en France. Donc c'est pas un racisme. Comme aujourd'hui, beaucoup de migrants viennent créer du chaos, du désordre, ils ne sont pas les bienvenus. Je dirais une formule que je vous invite à reprendre, pour ceux qui vous disent qu'ils sont comme vous français, non, ils le sont de papier pour la plupart, ils ne portent même pas le pays au cœur, ni à l'esprit, et surtout ce sont des nomades. Des Africains nomades qui sont venus en Europe, qui sont perdus, qui peuvent passer d'un pays à un autre, en soi, ils ne seront pas dépaysés. Parce que pour eux, être en France, en Belgique, en Allemagne, c'est la même. Un blanc, qu'il soit polonais, français ou encore espagnol, pour eux, c'est la même. Et ça, c'est pas raciste, apparemment. Bon. Ça nous mène à bien d'autres choses dans ce livre. Je vous le présenterai sur Odyssée, quand j'aurai le temps. À la page que je regarde, 95. On appelle race l'ensemble d'une population dont les caractères psychologiques, latents ou manifestes, par exemple par la langue, et les traits anthropobiologiques constituent dans le temps, c'est-à-dire l'histoire, une unité distincte. C'est la psychologie qui caractérise race et peuple. Il dira qu'en fait la race, tu la reconnais par son histoire, sa biologie et sa philosophie. C'est là où on voit qu'il y a de la différence. Et je vous convie en tout cas à aller voir une de mes vidéos sur le sujet. Que restera-t-il de la France? Ou encore, soyez fiers d'être le peuple de souche. Allons maintenant au viol de foule et à la page 53. Nous avons cité plus haut l'exemple classique de Pavlov dans la formation d'un réflexe conditionné à base de la pulsion alimentaire. Prenons maintenant un autre exemple, celui de la formation d'un réflexe conditionné ayant pour base la pulsion combative. Prenons un chien, frappons-le avec un bâton, tout en le lui montrant. Je vous accorde, je ne suis pas pour faire du mal aux animaux. Mais ils disent quand même dans leur expérience, il prendra la fuite. Si tu le frappes avec un bâton, il va devenir peureux. Et réitérons cela 2 ou 3 fois et nous verrons que le chien réagit par la suite à la simple vue du bâton. T'as plus besoin de taper avec, il est déjà tétanisé. Un réflexe conditionné s'est formé, avec une rapidité beaucoup plus grande que dans le cas où l'on fait appel à la pulsion alimentaire. Contrainte par l'alimentation et créer un réflexe, voyez-vous, qui aurait été induit, est moins puissant que de conduire un réflexe par la peur du bâton. Alors, ça a été le cas pour les manifs gilets jaunes, etc. Mais ce côté de tétaniser le peuple l'est tout autant quand on le matraque avec des mots, puisqu'on rappelle l'importance et la portée qu'ils ont, sur le peuple en lui disant « tu n'as pas le droit d'être de souche, tu ne peux pas te revendiquer autochtone, tu dois t'effacer dans le multiculturalisme, tu n'as pas, comme le disait Macron, de culture ». Ce qui mène après, alors il y a un petit tableau pareil pour les intéresser. En comparant ces faits avec les expériences sur les infusoires que nous avons décrites plus haut, on est frappé de constater que cette loi de la prépondérance du système combatif sur le système de la nutrition régit les réflexes conditionnés des êtres supérieurs comme ceux des êtres les plus infimes. Elle doit donc être une loi générale, inhérente à la matière elle-même. Il faut retenir ce fait, parce que son importance sera mise en valeur dans le comportement des hommes à l'égard de la politique et de la propagande. Nous avons vu tout à l'heure qu'on peut parler d'une force relative de réflexe inné,
base sur laquelle se forment les réflexes conditionnés, et que cette différence trouve sa répercussion aussi dans la force relative des réflexes conditionnés. Mais nous avons vu aussi que la base même, le réflexe inné, peut être affaibli, soit par une défectuosité organique comme maladie ou intoxication, soit par un état fonctionnel rendant inapte à la réceptivité d'un excitant conditionnel, comme par exemple une inhibition qui paralyse l'activité immédiatement après que le besoin en question a été satisfait. Ça sera tout pour ce livre qui nous mène à Naomi Klein, la stratégie du choc. Dedans, à la page 39, alors au tout début, elle parle de ceux qui utilisent cette stratégie pour tout privatiser, et lorsque la population est dans l'effroi d'un événement qui peut être climatique, ou d'une guerre, ou d'un renversement politique, rapidement mettre des normes, tout privatiser. De Dr Choc, à la page numéro 39, George Orwell. Nous allons vous presser jusqu'à ce que vous soyez vide, puis nous vous emplirons de nous-mêmes. Ou encore Karl Polanyi, lui plutôt sur la grande transformation avec le côté économique. La révolution industrielle fut simplement le début d'une révolution aussi extrême, aussi radicale que toutes celles qui avaient jamais enflammé l'esprit des sectaires. Mais le nouveau credo était entièrement matérialiste et impliquait que, moyennant une quantité illimitée de biens matériels, tous les problèmes humains pouvaient être résolus. Ça, c'est la pensée communiste, socialiste. Imprimons plus de billets. Interdisons la propriété. Faisons en sorte que tout le monde soit à juste égalité. Déjà, rien que pour répondre à ça, ça veut dire qu'on devrait tout raser au bulldozer et recréer des maisons toutes semblables. Sinon, il y a de l'inégalité dès le moment où les pièces ne sont pas de la même superficie, que la tapisserie est différente. Il y a déjà de l'inégalité. Donc, vous voyez, c'est un mouvement sectaire. Tu ne dois même plus avoir ta propre pensée, t'es fliqué, t'es vraiment dans le monde orwellien. Et comment ils arrivent à développer de telles idées? On le voit, Naomi Klein dira « La vérité peut paraître bizarre ». Je la cite. Lorsqu'elle contacte en fait notamment Gail Kestner, elle dit « J'écris un livre sur les chocs, ceux que subissent les pays à la suite de guerres, d'attentats terroristes, de coups d'État et de catastrophes naturelles, et ceux que leur font subir aussitôt les entreprises et les politiciens qui profitent de la peur et de la confusion consécutive à la première secousse pour leur administrer un traitement de choc économique. Le cas échéant, lorsque les gens s'avisent de résister, on les secoue une troisième fois en faisant appel aux policiers, aux militaires ou aux interrogateurs dans les prisons. Si je veux vous parler, c'est parce que vous êtes l'une des rares survivantes des expériences secrètes menées par la CIA sur les chocs, sur les électrochocs et d'autres méthodes spéciales d'interrogatoire. Et selon mes estimations, l'une des personnes ayant subi le plus de chocs, est bien vous. Soit dit en passant, j'ai des raisons de croire que les techniques éprouvées sur vous à l'université McGill de Montréal dans les années 1950 servent aujourd'hui à cuisiner les prisonniers à Guantanamo Bay et d'Abu Ghraib. Fin de citation. Non, impossible de dire des choses pareilles, je risque donc ceci. À la place, elle met « Récemment, je me suis rendu en Irak et j'essaie de comprendre le rôle que la torture joue là-bas. On nous dit qu'il s'agit de recueillir des informations, mais les choses, à mon avis, ne s'arrêtent pas là. Je crois qu'on tente d'édifier un pays modèle, d'oblitérer la mémoire des gens et de les recréer à partir de zéro. Effacer l'être pour le reconstruire. » Ce qui mène d'ailleurs à voir que certains pays ne font pas la torture sur leur sol, mais ont engagé des sociétés, par exemple en Irak, en Syrie ou ailleurs, à Guantanamo en l'occurrence. Page 53. Donc on voit, elle parle d'électrochoc, certainement de MK Ultra.
À la page 53, il est inscrit: sous l'effet combiné des électrochocs et des médicaments, les patients réduits à un état quasi végétatif n'avaient d'autre choix que d'écouter les messages qui passaient en boucle, de 16 à 20 heures par jour, pendant des semaines. Il y eut un cas où Cameron fit défiler un message pendant 101 jours d'affilée. Ce qui nous ramène à peut-être Kubrick, Stanley Kubrick, et quand ils sont là hypnotisés, et en fait on veut les rentrer dans autre chose, les déposséder de leur âme et de leur esprit. Tu ne seras que matérialité. Et pour ce faire, on viendra pirater ton réseau de neurones. Au milieu des années 1950, quelques chercheurs de la CIA s'intéressèrent aux méthodes de Cameron. On était au premier jour de l'hystérie de la guerre froide et l'agence venait de lancer un programme secret consacré à la mise au point de méthodes spéciales d'interrogatoire. Une note de service déclassifié de la CIA précise que, dans le cadre du programme, je cite, on a étudié et analysé de nombreuses méthodes d'interrogatoire inhabituelles, dont le harcèlement psychologique, l'isolement total et l'utilisation de drogues et de médicaments. Le projet, qui porta d'abord les noms de code Bluebird et Artichoke, fut rebaptisé MK-Ultra en 1953. Rappelant l'oiseau bleu, comment il s'appelle, Twitter. À la base même, c'est Bluebird. Est-ce qu'on est dans une continuation ou non d'expérience de la CIA sur les comportements humains, la façon de les influencer par les mots, les images que l'on met, oui, de façon plus incessante à chaque fois, les répétitions, je ne sais pas. Au cours de la décennie suivante, MKUltra affecta 25 millions de dollars à la recherche de nouveaux moyens de briser les résistances des prisonniers soupçonnés d'être des communistes ou des agents doubles. En tout, 80 établissements, dont 44 universités et 12 hôpitaux, participèrent à ce programme. Et on pourrait même citer le Tavistock Institute, d'autres groupes comme ça qui sont mis à la tâche avec la recherche-action. On tâtonne. Est-ce qu'avec la drogue, on peut modifier le comportement, faire passer aux aveux, détecteur de mensonges, comment la personne réagit en face? Donc, nous observons l'attaque, une guerre qui est ouverte contre les peuples. Si vous voulez ce livre, il est gratuit par mail, en PDF, ou bien même, je vais voir pour vous le mettre sur un site internet, gratos, comme ça vous pourrez le télécharger. Ou bien sur Amazon, autrement en format papier, même pas 18 balles, vous avez 600 pages. Donc c'est largement suffisant. Dedans, allons à la page 350. Déjà, à la page 350, donc c'est les traitements par électrochoc. Je reviens dessus et je vous fais, il me semble, un parallèle avec le film de Kubrick. Et surtout, on voit que c'est pratiqué même en France. Ils appellent ça l'électrochoc thérapie aujourd'hui. Ça n'a pas cessé. Page 80. D'abord, avant d'aller à la suite, je dois vous montrer qui est Allen Dulles. En 1975, on a la commission Church, qui est formée à la suite du scandale de Watergate, qui met au jour l'existence de l'opération Mockingbird, l'opération Oiseau Moqueur, élaborée par la CIA, qui est destinée à placer sous son influence les médias d'information et de distraction américains comme étrangers, influencer la masse. Le rapport publié par le Congrès en 1976 dresse l'image d'une gigantesque toile d'influence médiatique tissée par la CIA à travers le monde. Je cite: « La CIA entretient actuellement un réseau de plusieurs centaines de personnes étrangères à travers le monde qui fournissent des renseignements à la CIA et parfois tentent d'influencer l'opinion par le biais de la propagande déguisée. Ces personnes assurent à la CIA un accès direct à un grand nombre de journaux et de périodiques, des dizaines de services de presse et agences de nouvelles, stations de radio et de télévision, les éditeurs commerciaux et d'autres médias étrangers. » Fin de citation. Le montant estimé de cette vaste entreprise est colossal. On parle à l'époque de 265 millions de dollars par an. C'est à la fin des années 1948 que le projet est créé.
en 1954, il passe sous la direction d'Allen Dulles, premier directeur civil de la CIA. Retenez bien qui il est. Allen Welsh Dulles est également un des 7 membres de la commission Warren chargée d'enquêter sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et Allen Dulles et John D. Rockefeller ont un lien familial qui remonte à plusieurs générations. Il s'agit de James Butler. John Foster et Allen Dulles sont associés au sein d'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires new-yorkais, Sullivan & Cromwell, qui compte parmi ses clients de nombreuses sociétés liées à l'empire Rockefeller. Les Dulles sont également étroitement liés aux héritiers Rockefeller. L'un des petits-fils, John D. Rockefeller, donc qui est David Rockefeller, fréquente les frères Dulles depuis les années 1930. Dès 1941, c'est dans la salle 3603 du Rockefeller Center qu'Allen Dulles est nommé à la tête du bureau new-yorkais de l'ancêtre de la CIA, l'Office of Strategic Service, OSS, alors étroitement materné par le MI6 britannique. Donc après ça continue, on voit les rapports des Dulles avec également des banques qui ont fait affaire avec des nazis et entre autres avec Prescott Bush. Si vous êtes intéressé par toutes ces informations, vous pouvez me demander le livre. Donc, je vous introduisais Allen Dulles pour que vous voyez avec les projets Mockingbird l'influence dans les sphères médiatiques jusqu'à après au programme MK Ultra. Donc avant, on a après Nuremberg un projet Shatter qui étudie notamment la LSD, ce genre de choses. On a des utilisations de drogues de vérité, donc notamment le LSD. En 1950, la CIA donc décide d'étendre ses projets avec le Bluebird, repris, on l'a vu, par Allen Dulles. Le Bluebird, qui est un projet qui sert notamment à influencer les comportements humains, avait déjà été initié par les dirigeants et les scientifiques de l'OSS au début des années 40. Lancé en parallèle du projet Chatter, programme similaire de la marine des États-Unis, les expérimentations du projet Bluebird ont pu être réalisées à partir des données obtenues par le docteur Charles Savage et l'OSS. Un comité de direction, présidé par le colonel Sheffield Edwards, était chargé d'encadrer le travail des scientifiques et des agents impliqués. Centré sur les méthodes d'interrogatoire, une partie du projet fut consacrée à l'élaboration des procédures permettant de créer une altération exploitable de la personnalité chez des individus sélectionnés. Une altération exploitable. Sous-entendu, une autre personnalité dans ton propre corps, dans ton esprit. Les alter-ego et ce genre de choses. Après, il y a différents moyens d'administrer les agents chimiques qui ont été testés. On a des notes déclassifiées dont je viens vous parler. Et suit le projet Artichoke. Le projet Artichoke est un programme pareil de recherche incorporé au projet MK Ultra en 1953 en tant que sous-projet. Le projet Artichoke s'inscrit notamment dans des efforts coordonnés de l'armée des États-Unis et des services secrets pour contrer les avancées réalisées par l'URSS, dont on voyait avec les expériences de Pavlov, etc. Et de la Chine également dans le domaine du passage aux aveux, de l'interrogation, ce genre de choses. Au cours de la guerre de Corée, les responsables militaires américains se sont heurtés aux manipulations mentales systématiques de leurs soldats prisonniers et à la reprogrammation de leurs pensées, ce qui intensifia les recherches en matière de contrôle de l'esprit et l'élaboration de techniques d'interrogatoire plus poussées. Les recherches sont confiées au docteur Sidney Gottlieb, recruté par Allen Dulles en 1951 pour diriger la section chimie des services techniques de la CIA. Basé, à nouveau retenez bien, au fort d'Ettrick. Le fort d'Ettrick, c'est eux qui auront récupéré notamment les expériences de l'unité 731 au Japon pour développer des armes bactériologiques, voire virologiques. Donc l'anthrax, par exemple, la bacille du charbon, les travaux ont été récupérés par les Américains en échange de ne pas juger les Japonais qui étaient impliqués. Au fort d'Ettrick, c'est là où le laboratoire P4, avec Bruce Evans, permettront l'attaque bioterroriste à la suite du 11 septembre 2001, faisant croire que c'était des islamistes, des saoudiens ou je ne sais quoi encore. Non, c'était une attaque interne. Il faut dire les choses. C'est pas
Je ne suis pas en faveur de la religion de l'islam sur le territoire chrétien, européen ou occidental. C'est pas pour autant qu'on doit les accuser de mots, qu'on doit, voyez-vous, leur faire porter les chapeaux à tout ce qui ne va pas. Non, il faut être dans la juste raison. Comme pour la fiole d'anthrax de Colin Powell, ce sont des choses inacceptables, non soutenues par le peuple, mais qui sont mises en place par les dirigeants, par ces satanistes, qui veulent justement nous saboter et nous enlever notre attachement, notamment à l'héritage de la connaissance de leurs mauvaises œuvres. Tout ceci mène à la page, après, ça continue, je ne vais pas tout vous lire, à la page 384-385, qui montre notamment ce que Allen Dulles a permis avec les projets Bluebird, Artichoke et MK Ultra, dirigés par Sidney Gottlieb, notamment des arrangements pour obtenir du budget. On parle quand même de 6% du budget de l'agence de la CIA, qui a déboursé des millions de dollars dans les études ayant pour objet de tester littéralement des douzaines de méthodes pour influencer et diriger l'esprit. Je vais vous en citer quelques-unes. Substance augmentant les capacités mentales et les capacités de perception. Substance empêchant ou contrariant les effets toxiques de l'alcool. Substances et méthodes physiques produisant l'amnésie des événements se déroulant avant et pendant leur utilisation. Créer des moments de trou noir. Substances provoquant des incapacités physiques comme paralysie des jambes, amnésie aiguë, priapisme, etc. Substances qui font baisser l'ambition et l'efficacité générale de l'homme lorsqu'administrées en quantité indétectable. Quand on parle certainement de substances, de drogues, de formules chimiques, pourquoi pas physiques. Mais allons plus loin. Imaginons qu'ils travaillent également et qu'ils font des expériences avec les mots, avec les concepts, pour détruire, voyez-vous, toute notion de patriotisme, de bonne humeur aussi. Et les réseaux sociaux, c'est ça favorise que ce qui ne va pas. Et certes, moi quand je fais des contenus, je vous mets pas que la gaieté du monde. Mais je suis en train à côté, voyez-vous, de me constituer une petite bibliothèque aussi pour porter la philosophie, les bons moments de la vie et pas apporter que ce qui pourrait mener au défaitisme. Jamais. Nous en sortirons si on porte la vraie parole. Donc après, les expériences se suivent les unes les autres. D'ailleurs, en parlant d'MK Ultra, je vais essayer de vous retrouver la vidéo que j'avais faite sur Theodore Kaczynski, qui avait été victime de ces procédés et qui s'était retiré de la société au point où il en était venu à la détester, à faire un manifeste pour dire ce qui ne va pas, avec des choses quand même qui sont convenables, les droits de l'humain, de retour à la nature, où tout a été mis sous code. On peut parler de code informatique déjà qui renvoie à l'artificiel, du binaire, du 0 et du 1, mais il y a bien d'autres langages, vous voyez, Java, HTML, etc. Ça, c'est des langages qui ont été apportés. Il y a maintenant, vous voyez, vous ne pouvez plus vous balader sur la route à pied. Priorité aux voitures. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, on va dire, pour se déplacer, mais vous êtes dépendant en fait du système. Et vous êtes obligé vraiment d'y participer pleinement. Sinon, vous en êtes exclu au point même que, vous voyez, ceux qui sont dans une pente de carrière, dans des problèmes de santé ou ce genre de choses, et qui se retrouvent sans abri, viennent à être chassés des villes. Ils font, entre guillemets, ce qu'ils appelleraient tâches dans le paysage. Donc ils vont créer des réserves à sauvages. Soit tu fais intégralement partie de la société et tu te conformes à la technocratie, ou bien tu es vu comme un moins que rien. Ce qui va nous conduire à la page 87. Nous avons vu différentes expériences aujourd'hui avec tout ce qui a été cité avant, Pavlov, un peu d'Overton il me semble, la soumission à l'autorité notamment par Milgram. On y arrive. Stanley Milgram avait un intérêt pour l'obéissance, ayant la volonté de comprendre quelles étaient les causes à l'origine de l'extermination du peuple juif. Vous pourrez rajouter tziganes, noirs, des résistants, etc. Il n'y a pas que les juifs auxquels il se sentait profondément lié. Ainsi qu'il écrit dans Individual in the Social World, je le cite, « L'influence de l'Holocauste sur ma propre psyché
donna toute son impulsion à mon intérêt pour l'obéissance et détermina la forme particulière sous laquelle elle a été étudiée. L'idée de mener un programme de recherche sur l'obéissance à l'autorité lui était venue dès le printemps ou le début de l'été 1960, alors qu'il assistait Solomon Asch, dont on va reparler après, un des pionniers de la psychologie sociale, dans la rédaction d'un ouvrage consacré à la conformité dont ce dernier était, à l'université de Princeton, un éminent spécialiste. Milgram souhaitait donner une plus grande intensité humaine aux expériences menées par Asch, et il en vint à se poser la question qui sera à l'origine du protocole expérimental organisé par la suite. Je le cite. « Je me demande si des groupes pourraient exercer une pression telle sur une personne qu'elle exécuterait un acte, peut-être en agissant de façon agressive envers une autre personne, par exemple en lui administrant des chocs de plus en plus sévères. Jusqu'où une personne serait-elle prête à aller si elle était placée sous les ordres d'un expérimentateur ?» Après, il y a toute l'explication de comment il a procédé, avec une affiche qui promettait une rémunération de 4 dollars pour 1 heure, ce qu'à l'époque était quand même un très très bon revenu pour ça, et il y avait un faux tirage au sort pour savoir qui allait être l'expérimentateur et qui serait celui qui répond aux questions posées et donc à subir les chocs électriques. Or en fait, tout était organisé, que ce soit celui en col blanc, que ce soit celui qui reçoit soi-disant les chocs électriques et tout l'entourage, et l'accueil, etc., c'était mis en place. Celui qui venait, lui, se faisait berner, avec l'objectif de voir où il pourrait aller. Donc, l'élève, le learner, l'enseignant, teacher, et l'expérimentateur, experimenter, qui mène à voir que bon nombre vont activer les manivelles, puisqu'à chaque mauvaise réponse, c'est un voltage qui est envoyé. Donc une charge électrique face à celui qui s'est trompé pour, entre guillemets, le rappeler à l'ordre. Dire hop hop hop, fais fonctionner tes méninges. Tu n'as pas le droit de dire je ne sais pas, ou encore de te tromper parmi les 4 choix qui te sont proposés. Et d'ailleurs, une expérience qui aurait été reproduite de façon peut-être un peu plus clownesque par la télé, mais pour montrer qu'aujourd'hui, la soumission à l'autorité n'est même plus à démontrer. Il suffit juste de voir avec le Covid. Le masque dans les magasins, certains qui dans leur vie de tous les jours n'avaient aucun pouvoir et s'en sont remis là à un petit peu d'autorité qu'on leur a fourni pour dire à des clients ton masque c'est sur le nez, c'est pas en dessous. Oui, créer une psychose en même temps leur donner la dose d'une sorte d'autorité. Et de toute façon, non, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. À peu près ça, les agissements. Comme aujourd'hui, ce qu'on voit avec les sectaires qui veulent nous imposer tous les mouvements migratoires au possible. Vous voyez, c'est... Non, mais c'est pas moi, c'est au nom du droit de l'humanité. Bon, le conformisme, le neuro-endocrinologue Robert Sapolsky décrit le phénomène comme suit. Je cite. Quand tu apprends que tout le monde est en désaccord avec toi, le réseau qui s'active est le même que lorsque tu fais une erreur et que tu es amené à modifier ton comportement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'es pas juste différent. Tu as tort. Pour ton cerveau, être différent égale avoir tort. Et plus ce circuit s'active, plus il y a de chances que tu te conformes. Fin de citation. Ce qui nous mène à Solomon Asch et son expérience en 1951 pour voir le conformisme qui est ni plus ni moins qu'une forme de soumission à l'autorité. C'est-à-dire que Milgram, que l'on peut voir comme un élève ou descendant, peu importe, de Solomon Asch, lui parle de se soumettre à l'autorité. Donc de ne pas assumer sa responsabilité dont je vous parlais précédemment. Quant au conformisme, c'est plutôt ne pas oser s'affirmer. Même si le groupe fait des erreurs et en tort, c'est les laisser faire, voire changer son comportement pour adopter ce qu'ils sont en train de faire. Et on l'observe en France avec l'africanisation. Pas l'africation du langage, hein, l'africanisation. C'est-à-dire des jeunes blanches qu'on voit en vidéo et qui adoptent tous les codes culturels des Africains. Le côté gangsta, rebelle, vous voyez, qui s'affrontent à la société où il y avait un peu plus d'ordre, sans forcément que celui-ci soit un danger. C'est comme l'ingénierie sociale. Il y a la positive, qui ramène à développer son caractère, sa personnalité.
Et puis, avoir le respect pour autrui est négatif. Celui qui ne veut pas que tu puisses être toi-même. Et être soi-même, c'est pas entrer dans une folie de je suis non-genré, je suis xénogenre, regarde, je suis je ne sais quoi, un écureuil ou un éléphant. Non, c'est se comprendre soi-même. Je suis dans mon corps biologique, on m'a donné les clés, le langage, les concepts pour qu'après je puisse faire la sélection. Je prends, je laisse, je prends, je laisse. Oui. C'est pas, je me sors de l'humanité et j'appartiens au règne animal et je me comporte comme, je sais pas moi, un chat ou un singe, ce genre de choses. Donc, son expérience amène à prendre pareil. Une personne qui vient, qui ne sait pas que les autres sont des acteurs, deux tableaux qui à chaque fois vont être renouvelés. D'un côté, un bâtonnet d'une certaine taille, de l'autre, trois bâtonnets avec A, B, C. Un correspond à celui qui est tout seul. Il faut savoir le retrouver. Donc chacun son tour va dire l'image qu'on me demande de retrouver à gauche correspond à A, B ou C. Donc au tout début, tout le monde est en accord. Il va donner le bon. Et au fur et à mesure, il va y avoir la masse qui va faire exprès d'orienter dans la mauvaise direction pour voir comment réagit celui qui vient. Est-ce qu'il va rester sur ce qu'il voit et donc ne pas faire d'erreur, ou au contraire, est-ce qu'il va se soumettre aux autres? Et malheureusement, il y a eu des variables qui ont existé dans l'expérience, mais en moyenne, le taux de mauvaise réponse est d'environ 30% contre moins d'1% en conditions normales. Les sujets sont finalement convaincus par l'opinion unanime du groupe. Et enfin, certains avaient la bonne réponse mais ne voulaient pas dénoter par rapport au groupe. Bien, je reprends. Nous avons été coupés, on était sur le conformisme et les gens qui s'effacent dans le groupe par peur de représailles, de ne pas être bien vus, ce genre de choses. En fait, ça favorise ni plus ni moins que le phénomène, voyez-vous, des publicitaires. Ils te créent des besoins, ils t'enferment dans une sorte de normalité qui a été créée. L'immoral devient une banalité. Et page 91 de mon livre, qui renvoie en fait à Aldous Huxley dans son ouvrage Retour au meilleur des mondes, de la page 72 à 74, il écrivait « Un autre symbole démesurément fascinant, c'est la publicité chantée. Les airs ont tendance à se graver dans l'esprit de l'auditeur qu'ils peuvent hanter une vie durant. Mais mettez les paroles sur un air entraînant et facile à retenir, aussitôt, elles acquièrent une puissance étonnante et qui plus est, elles tendront à se répéter automatiquement chaque fois que la mélodie sera entendue ou spontanément remémorée. Orphée a fait alliance avec Pavlov, la puissance des sons avec les réflexes conditionnés. Comme on pouvait s'y attendre, les jeunes sont extrêmement sensibles à la propagande, ignorants du monde et de ses usages, ils sont absolument sans méfiance, leur esprit critique n'est pas encore développé. Les plus petits n'ont pas atteint l'âge de raison et les plus âgés n'ont pas acquis l'expérience sur laquelle leur faculté de raisonnement, nouvellement découverte, pourrait s'exprimer, s'exercer. Dans mon enfance, on apprenait à chanter de petites rengaines sans grand sens, ou, dans des familles pieuses, des cantiques. Aujourd'hui, les petits gazouillent de la publicité chantée. Fin de citation. Mis face aux écrans, aux influences de ceux qui veulent leur placer des produits, ou encore les entraîner dans des idées, leur déformer la réalité, ce qui les rend toujours plus frêles face au neuromarketing, qui étudie les couches de neurones. Et tout ce qui s'ensuit dans le livre, je vais encore plus loin, puisque ces divertissements produisent de l'endoctrinement et effacent les comportements. Et ils n'hésitent même pas, voyez-vous, à utiliser des messages subliminaux, par exemple. Alors, on en arrive à cette fabrication du consentement de notre Noam Chomsky. On lui accorde le pardon pour son erreur sur le Covid. Edouard Herman et Noam Chomsky fabriquent un consentement, la gestion politique des masses. Page numéro 37. Il nous est dit en fait que d'importants secteurs de l'industrie médiatique, comme le cinéma ou le livre, ont eu depuis de nombreuses années des débouchés dans le monde entier. Mais c'est seulement au cours des 2 dernières décennies, qui parlent pour 1970-1980,
que s'est véritablement mis en place un système médiatique globalisé, c'est-à-dire avec d'énormes répercussions sur les systèmes médiatiques nationaux, la culture et la politique. Ce phénomène a été alimenté par la globalisation du monde des affaires d'une manière générale, par l'internationalisation fulgurante de la publicité qui allait de pair et par la modernisation des technologies de la communication qui ont facilité les opérations transnationales et les prises de contrôle. Je marque une insertion, ce que je vous ai mis dans le message l'autre jour. Les TIC, technologies de l'information et de la communication, en font perdre l'éthique, la morale. L'homme ne se positionne plus pour son bien ou pour le commun, mais seulement par avidité de ce qui lui est vendu. Les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux ont fait primer les intérêts de leur propre industrie nationale, ce qui a d'ailleurs amené après avec le FMI, la Banque mondiale et bien d'autres mouvements à optimiser le marché international des médias à l'avantage de ces firmes transnationales et géantes, qui après par l'effet publicitaire vont évincer de la scène certaines enquêtes, voyez-vous, des documentaires qui pourraient être gênants pour leur industrie. À la page 42, on nous dit que l'introduction des nouvelles technologies visait principalement à servir les intérêts des industriels. Elles ont récemment permis aux groupes de presse de réduire leur personnel même quand leur production augmentait. Ils augmentent leurs chiffres, mais diminuent les effectifs. Comme ça, la pression est plus forte. Si tu ne respectes pas la ligne éditoriale qui t'a été imposée, ta mise à pied va être rapide. Hein. Et comme ils se communiquent tous les uns avec les autres, voyez-vous, les listes noires, attention de ne pas être le journaliste qui réfléchirait trop et investiguerait, mènerait l'émission à bien. Elles ont aussi rendu possible les systèmes de distribution internationale qui réduisent d'autant le nombre de médias dans le monde. Fini les petites opinions et les dépêches qui arrivaient. Tout, maintenant, est affilié à ceux qui réécrivent l'histoire, un peu à la façon orwellienne. C'est l'Eurasie qui a gagné aujourd'hui, puis demain, ça sera l'Estasie. Ils ont donc la capacité d'interaction du public qui suit l'évolution des technologies, qui facilite surtout les achats en ligne, mais elle permet aussi, la technologie, aux groupes médiatiques de collecter des informations très détaillées sur leur audience, ce qui leur permet à la fois d'affiner constamment le ciblage de leurs programmes et de leur publicité sur la base de caractéristiques individuelles et de vendre d'un simple clic pendant les programmes qui sont diffusés. Outre qu'elles portent atteinte à la vie privée, ces stratégies aggravent l'intensification de la commercialisation. Dans l'ensemble, les changements qui ont marqué la dernière décennie en matière de politique et de communication n'ont fait que renforcer l'application du modèle de propagande. Après, il y a bien d'autres choses encore. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la page 82 et de voir les autres applications. Dans son ouvrage Règles d'or, le politologue Thomas Ferguson défend l'idée suivante. Lorsque les intérêts de ceux qui financent les partis politiques et les élections convergent sur une question, les positions des différents partis s'aligneront sur cette question, quelle que soit la demande du public en faveur d'une alternative, soumis à la pression monétaire, au financement privé et non caritatif. Selon lui, pour que les électeurs ordinaires puissent influencer les choix électoraux, il leur faudrait disposer de puissants canaux facilitant directement expression et délibération de masse. Ceci devrait inclure les syndicats et d'autres organisations intermédiaires qui, grâce à leur pouvoir collectif, pourraient faire en sorte que les intérêts des électeurs de base aient davantage de poids dans le système politique. Ce que le modèle de propagande et les rouages institutionnels dont il est le reflet permet de comprendre, c'est que les mêmes forces qui évacuent toute politique sur les sujets sur lesquels leurs intérêts convergent sont aussi celles qui déterminent l'orientation et le fonctionnement des médias, évacuant de facto toute expression et délibération de masse sur ces mêmes questions. Les sondages, par exemple, montrent régulièrement que, à l'exception des périodes de conflit et d'intense propagande de guerre, le public réclame une réduction des budgets militaires et penche davantage
pour un déplacement des budgets depuis la défense vers l'éducation et d'autres services publics. Mais comme les plus gros investisseurs estiment qu'un budget défense important et préférable, les deux principales formations politiques s'accusent à qui mieux de mégoter sur les budgets défense et promettent en chœur de les augmenter. Et l'industrie médiatique d'emboîter le pas, limitant le débat opposition des deux partis dominants et évacuant totalement toute revendication ou demande de coupe drastique dans ces budgets-là. Le candidat alternatif, Ralph Nader, réclamait effectivement en 2000 de telles mesures, mais les médias lui refusaient toute possibilité de s'exprimer sur ce sujet, certains d'entre eux plaidant ouvertement que son exclusion des débats présidentiels, arguant que les positions des deux principaux partis se suffisaient à elles-mêmes. Après ça continue sur l'explication. Nous on va à la page numéro 133. Hop. 131 déjà, on voit tout ce qui était du soutien de leur politique en général. Les grands médias dépendent aussi très largement du gouvernement, par les subventions et ce genre de choses. Dans le monde des affaires, toutes les entreprises sont sensibles aux questions de taxes, de taux d'intérêt, de politique salariale, d'application, de non-application des lois antitrust, etc. Page 132. La publicité ou le droit de commerce, par privilège, est un second filtre. La publicité allait en effet devenir un puissant mécanisme de sape des presses de classe ouvrière. Pour Curran et Seton, la prépondérance croissante de la publicité et l'accroissement du montant des investissements furent aussi déterminants, l'un que l'autre, pour permettre au marché d'accomplir ce que ni les taxes ni le harcèlement n'étaient parvenus à réaliser. Les annonceurs, précise-t-il, acquièrent de facto une autorité sélective dès lors que, sans leur soutien, les journaux cessaient d'être économiquement viables. Puis plus loin, j'avais mis page 133, outre ses partenaires, j'ai vu ça où? Donc ce sont les préférences des annonceurs qui déterminent la prospérité, voire la survie même d'un média. Les médias qui reposent sur la publicité en reçoivent la manne et un rapport qualité-prix qui leur permet de gagner aisément du terrain et d'affaiblir d'autant leur adversaire dédaigneux ou dédaigné des publicitaires. Même lorsqu'ils ciblent fondamentalement une clientèle aisée ou haut de gamme, ces médias récoltent sans effort une large part d'audience bas de gamme, laissant leurs rivaux sur la touche, perdant leur part de marché. En fait, la publicité a joué un rôle crucial en favorisant la concentration des médias, y compris parmi des rivaux recherchant avec la même frénésie les mêmes profits publicitaires. Donc on pourrait après continuer. 133, puis il y avait 150 également. J'avais mis... Oui, ça c'était pas mal. On pense à Sergueï, celui qui allait sur TPMP, et puis après sur LCI, qu'on a fait passer pour un ancien du KGB, expert, voyez-vous, de Poutine, qui nous annonçait un cancer alors que nenni, et bien d'autres désinformations encore, au point où il en a été écarté. Et ben, ça correspond exactement à ce que Chomsky mettait. Page 150. Enfin, les masses médias eux-mêmes peuvent aussi produire leurs propres experts, qui se bornent généralement à rabâcher la version officielle, celle du gouvernement. John Barron et Claire Sterling sont des archétypes du genre, qui font autorité en matière de KGB et de terrorisme international depuis que le Reader's Digest a financé, publié et vendu leur ouvrage avec un matraquage énorme. On nous crée des faux spécialistes. Le transfuge soviétique Arkady Tchevenchko a lui été décrété expert en armement, en service également secret soviétique, dès lors que Time, ABC, TV et le New York Times avaient publié et décidé de le tenir pour tel, malgré une réputation notoirement peu reluisante. En mettant massivement en avant ces prosélytes de la version officielle, les médias leur confèrent d'office un statut et font d'eux les références incontournables vers lesquelles tout le monde se tourne pour un avis ou une analyse. Ce que certains médias ont tenté de faire en France avec... comment il s'appelle, cet imposteur intellectuel que j'ai dénoncé? Le dealer de tout Paris. Ah putain, j'ai plus son nom, il m'échappe. Le dealer de tout Paris, c'est... Vous voyez de qui je parle de toute façon.
Et ils ont tenté de l'inviter sur plein de médias en disant que son père faisait des interventions sur des petites gamines qui avaient été agressées, qu'il avait été témoin de plein de choses, de sacrifices, alors qu'en fait, il n'avait aucune preuve. Voyez-vous, il a fait qu'une invention narrative et eux, ils n'ont vérifié aucun de ses propos, puisque la plupart de ce qu'il disait, c'était déjà dans les médias. Donc il faisait que relayer, il n'était témoin de rien. Mais ils ont tenté de nous constituer un faux expert, voyez, pour qu'après, en fait, on se tourne en dérision. Méfiez-vous des gens que vous voyez pareil sur Internet, etc. Il y a toujours un intérêt derrière. Je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. On reviendra la prochaine fois. Vous avez vu, il y a encore plein d'ouvrages. Et c'est pas terminé. Hein. Parce qu'une fois qu'on voit le cognitivisme, la façon dont il nous déstructure, qui brise les familles et leur objectif de nous reconstruire en être nouveau qui respecte certains items, vous doutez qu'on abordera la dignité, la marchandisation des corps, le biocapital, la PMA, GPA, IVG, IMG, bref, encore plein de sujets abordés. Merci pour votre écoute, la vérité est notre avenir, et on soutient la France, pas celle des traîtres, des collabos, etc., et des nomades qui viennent sur notre territoire, qui veulent s'approprier toute notre histoire, non. La France, la vraie. Alléluia.